Oh, il y en a un qui est sorti. La sortie du bateau. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors aujourd'hui on a décidé de sortir avec les garçons, il est donc à peu près 11h moins le quart, donc enfin avec les garçons et Constance. Et en fait ça nous fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas sortis dehors pour jouer, pour aller voilà, au jeu, des choses comme ça, parce que forcément j'étais très fatiguée et j'avais pas envie forcément de bouger. Donc autant dire qu'avec 3 ça fait un peu colonie de vacances, hein, comme on dirait, mais bon voilà, on va s'y faire. Bon, puis surtout Constance est toute petite. Et voilà, et moi je suis vraiment très fatiguée, j'ai fait plein d'herpès, je sais pas si on les voit à la vidéo, mais j'en ai plein sur la lèvre inférieure, j'en ai même un dans chaque narine, et je me les soigne au tea tree en fait, l'huile essentielle de tea tree, donc l'huile essentielle d'arbre à thé, qui est compatible avec la grossesse et l'allaitement. Et moi je vois vraiment la différence parce qu'il y a quelques années je mettais du Zovirax, de l'Activir, enfin des produits bien chimiques. Et là voilà, c'est un bon plan parce que je trouve que ça évite de cloquer. Tu fais coucou aux canards? Ouais, en plus il y en a un qui va peut-être sortir. Ouais, coucou les canards. Coin, coin. Et voilà, donc l'huile essentielle d'arbre à thé et tea tree, vraiment top pour soigner les herpès au naturel. Alors sinon aujourd'hui je voulais te proposer la fameuse vidéo où je vais répondre à toutes tes questions, enfin toutes vos questions parce que vous avez été nombreux à nous en poser via Facebook. Donc je les ai classés, répertoriés par thème, et donc aujourd'hui je propose d'y répondre. Alors on a dû rentrer à la maison parce qu'il y avait beaucoup de nuages, un peu de pluie, et qu'on avait froid, surtout Arthur qui était en manches courtes. Donc il s'est installé maintenant à la maison sur cette activité. Et mon Gaspard, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien il sent des petits ballotins de lavande, et ça sent bon. C'est ça que tu me dis? Ça sent bon? Ouais. Et quant à moi, je suis là avec ma Constance dans les bras et on va aller s'installer sur le canapé. J'ai donc répertorié toutes les questions qui m'ont été posées. Alors certaines questions étaient assez redondantes, donc du coup je les ai regroupées pour pouvoir répondre à une seule question et pas avoir une multitude de questions identiques. Alors les premières questions c'était par rapport à l'organisation quotidienne. Comment ça se passe chez nous au quotidien? Alors, on va dire que ça se passe jamais vraiment pareil, mais on peut quand même trouver un semblant d'organisation qui se déroule à peu près ainsi. Donc, on se réveille le matin, on prend notre petit déjeuner, ça peut durer longtemps, notamment le petit déjeuner, parce qu'il faut savoir que les garçons débarrassent leurs assiettes. Enfin, déjà avant ça, ils coupent leurs fruits, enfin notamment Arthur, et maintenant Gaspard commence aussi à couper ses fruits. Il faut couper les fruits, les manger, mettre du miel dessus éventuellement, ou voilà des petites choses, préparer les choses. Et puis ensuite, aller tout mettre au lave-vaisselle, se laver les mains, laver la table. Ça prend 1 heure à peu près, hein, donc voilà. Ensuite, il y a la toilette, donc on se change, on s'habille. Et puis ensuite, c'est souvent dédié aux tâches ménagères quotidiennes. Et là, il y a 2 options, soit je les fais toute seule, soit je demande à Arthur de m'aider, donc à plier du linge ou à ranger des choses, ou alors ils vaquent à leurs occupations, c'est-à-dire qu'ils font des jeux libres, ils prennent leurs jeux et ils font des activités complètement libres pendant que moi je suis en train de m'occuper, de ranger, de nettoyer la maison, bref, de faire ce que j'ai à faire. Ensuite on arrive vite fait à l'heure du déjeuner, donc du coup soit ils m'aident, encore une fois, enfin surtout Arthur, soit ils m'aident pas, peu importe, selon les jours, selon ce qu'on prépare aussi. Et puis ensuite nous mangeons. Un menu assez rapide, hein, comme d'habitude, c'est 1/4 d'heure, 20 minutes de préparation. Et puis après, voilà, souvent, soit ils m'aident à mettre le couvert, soit ils ne m'aident pas. Hein, c'est jamais obligatoire, mais s'ils sont là, qu'ils savent pas quoi faire, je les implique avec moi, enfin, surtout Arthur. Et puis donc après, on mange, on débarrasse la table, on se lave les mains, comme pour le petit déjeuner. Et puis ensuite, souvent on lit une petite histoire sur le canapé, un moment calme. Puis je vais coucher Gaspard. Alors maintenant avec Constance. Et pendant que Gaspard fait sa sieste, j'en profite pour faire une activité pédagogique avec Arthur. Donc je lui propose plusieurs choses. On va dans la salle d'activité, il choisit son activité et on la réalise. Quand ils sont réveillés, on va se promener souvent à l'extérieur si le temps le permet. Et puis voilà, on se fait une belle balade et puis on rentre et rebelote, on prépare le repas, etc. Et ensuite, après le repas, donc bon, on débarrasse, c'est la routine du soir. Et on se couche.
et les parents ont leur soirée. Alors évidemment, en ce moment, c'est un peu modifié avec l'arrivée de Constance parce que chacun retrouve ses marques, chacun retrouve ses repères, chacun cherche sa place. Donc forcément, tout ça est un petit peu modifié. Gaspard, il faut absolument que tu puisses laisser ton frère faire son activité. Regarde Gaspard, il y a le boulier. Est-ce que tu veux ton boulier? Viens voir. Regarde, il y a le boulier qui est là. Ensuite, on a eu toute une série de questions sur la relation avec nos enfants. Donc, on nous posait la question, est-ce que nos enfants sont parfois difficiles? Bah oui, bien sûr. Hein. Ce sont des enfants de 4 ans et demi, 2 ans. Et voilà, bon, Constance qui vient de naître, mais on va pas la compter. Mais bien sûr qu'ils sont difficiles, bien sûr qu'ils font des crises et ils sont exactement comme tous les enfants. On entend en ce moment d'ailleurs quelques petits soucis entre eux. Oui mon chéri, tu es pas content là. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu voudrais participer à l'activité d'Arthur? Ouais, je comprends. Je te propose une activité, c'est le boulier, regarde. Oh. Viens là. Tu veux la faire près de moi? Ça te ferait plaisir? Une autre question, c'était combien on consacre de temps chaque jour à nos enfants? Eh bien, pour Arthur, ça peut aller de, au niveau des activités pédagogiques, d'un quart d'heure à 1 heure à peu près. Pour mon Gaspard, souvent, ce sont des activités qui peuvent arriver plutôt 1, 2 ou 3 fois dans la journée, mais qui vont prendre beaucoup moins de temps. Oh bah attention, mon Nanou! Environ 5-10 minutes à chaque fois. Car regarde, Nanou, viens voir la boule rouge. Oh, la boule rouge, regardez ce qu'elle tombe. Est-ce qu'elle tombe, la boule rouge? Ouh. Une autre question, c'était comment gérer les sollicitations. Alors c'est vrai qu'on est très sollicité. C'est pas toujours évident de pouvoir avoir plusieurs minutes à soi, devant soi, plusieurs minutes consécutives. Donc les sollicitations, ça va être soit on intègre les enfants à ce que l'on fait, soit on détourne leur attention sur autre chose, c'est-à-dire qu'on les amène à faire une autre activité. Si on le peut, eh bien, selon la sollicitation, selon le moment, on va s'installer avec eux et on va jouer avec eux. C'est pas toujours possible, donc voilà, on a plusieurs options pour gérer les sollicitations. Comment nous avons préparé les enfants à la naissance de leur petite sœur? Eh bien, en leur en parlant, en leur faisant toucher le ventre. Ils sont allés aussi à une échographie, on a fait l'écho des 5 mois en famille. Donc ils ont pu voir le bébé à l'intérieur du ventre. Et puis voilà, on a aussi parlé livres. On a le livre Petite Sœur qui explique très bien. On en a d'autres, hein. On a des livres de Catherine Dolto sur la famille. On a le bébé de Mes Petits Docs aux éditions Nathan. Enfin, on a plusieurs livres qui ont permis en fait de poser les bases et de pouvoir aussi rassurer les enfants. On m'a aussi demandé ce que j'aimais faire le plus avec mes enfants. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est tout simplement être au quotidien avec eux, que ce soit jouer, que ce soit les impliquer dans plein de choses. C'est être avec eux, vivre avec eux. Voilà, là, ils sont pleinement avec moi, donc c'est bien, ça met en lumière tout ce que j'expliquais. Ensuite, on va passer au domaine de l'alimentation. Beaucoup de questions sur cette alimentation. Donc, comment on gère le refus de manger de nos enfants? Eh bien, en fait, on ne les a jamais forcés à manger, et ce depuis tout petit. Par contre, on leur demande de goûter. Ça, c'est important, qu'ils goûtent une bouchée. Ils ont le droit de ne pas aimer quelque chose. Par contre, il faut goûter, parce que si on ne goûte pas, on ne peut pas savoir. Après, il faut savoir qu'ils n'ont pas forcément le même appétit tous les jours non plus. Donc, s'ils ne finissent pas leur assiette, c'est pas grave non plus. Ils mangent à leur faim, dans les quantités qu'ils veulent. Par contre, il faut bien savoir que chez nous, entre les repas, ce sont des fruits secs, des oléagineux, mais en aucun cas des gâteaux, du pain, des brioches, des choses comme ça. Donc au final, les enfants mangent très bien à table parce qu'ils ont faim, tout simplement. Est-ce qu'on leur a mis de la vaisselle standard dès le début? Oui. En fait, c'était une volonté de notre part, tout simplement pour que l'enfant ne se sente pas différent par un point ou un autre. Donc en fait, on lui met exactement la même vaisselle que nous. Par contre, oui, on a eu de la casse, ça c'est clair. Mais bon, après, j'achète aussi des choses qui coûtent pas trop cher pour pouvoir les racheter. Par exemple, moi, mes verres, c'est 1 € les 6 verres chez Alinea ou chez Audio, je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, j'achète vraiment des choses pas chères. Comme ça, quand c'est cassé, parce qu'il n'y a que les verres et les assiettes. Hein. Après, les couverts ne se cassent pas, ce sont des couverts en inox standard. Pour les enfants, je mets des petites fourchettes à dessert, tout simplement. Donc les petites fourchettes en métal là, à dessert. Et puis les cuillères, pareil, sont des petites cuillères à café en fait. Du coup, elles sont un petit peu plus petites que les nôtres au niveau de la taille, ce qui est pratique pour leur petite bouche. Les couteaux, Arthur a un couteau à beurre, tout simplement. Donc du coup, ça permet de couper.
mais sans être trop dangereux non plus. Par rapport à la DME, on nous a posé aussi des questions, donc la DME et les avis des médecins. On va dire qu'on va quasiment jamais chez le médecin, on doit y aller 1 ou 2 fois par an. J'y suis allée l'année dernière pour une gastro et pour les otites. Sinon on va chez les médecins pour les examens obligatoires, on va dire. Il y en a un à 2 ans, il y en a peut-être un à 3 ans, à 4 ans, enfin tous les ans il y a des choses comme ça qui sont obligatoires pour le suivi. Donc on fait cela. Et puis en fait au niveau de la courbe poids-taille, tout va bien en fait. Donc, alors c'est vrai qu'on a souvent constaté pour chacun de nos enfants que lorsque l'on commençait la DME, il y avait une petite coupure, une cassure dans la courbe, c'est-à-dire que la courbe ralentissait tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'évoluait plus, tout simplement qu'elle ralentissait. Il faut savoir qu'avec l'allaitement, ils partent souvent sur les chapeaux de roue, les 3 d'ailleurs, sont partis vraiment très très fort, très très haut. C'est normal, hein, le lait est riche et quand il y a un allaitement à la demande qui est mis en place, les enfants prennent souvent énormément tout de suite. Donc ils ont des belles courbes qui partent bien haut tout de suite. Et évidemment, à partir du moment où ils commencent à introduire les aliments, eh bien souvent il y a un petit ralentissement puisque les aliments, on va manger souvent des légumes. On leur propose des légumes ou des fruits au début. Donc des aliments qui sont moins riches en termes de calories. Et donc forcément, on peut avoir une petite baisse dans la courbe. Mais après, il faut voir surtout ce qui est important, c'est que la courbe reparte et à partir de ce moment-là, tout va bien. Les médecins peuvent être un peu alarmistes, donc on essaye de ne pas trop les rencontrer et puis de prendre du recul et puis de laisser aussi à l'enfant le temps de manger, de s'approprier les aliments. Et puis on observe aussi nos enfants. On observe leur état général, on observe leur comportement. Il y a beaucoup de choses que l'on peut détecter par rapport à une grande observation et surtout une observation de qualité et savoir observer des choses très précises chez nos enfants. Et enfin, comment on gère les repas hors de la maison? Eh bien, hors de la maison, c'est hors de la maison. C'est assez exceptionnel aussi. Donc, qui dit exceptionnel dit aussi que l'on mange des choses que l'on ne va pas forcément manger à la maison. Mais les enfants s'en préoccupent pas. Enfin, tout se fait naturellement. Ils savent qu'on ne mange pas forcément toujours la même chose à la maison qu'en dehors. Bon, ça ne leur pose pas de problème. On se fait aussi parfois des petits restaurants. Ils peuvent manger des frites au restaurant par exemple parce que ça leur fait plaisir. Bon, à côté de ça, il n'y a pas de souci. Au contraire, on n'interdit aucun aliment pour ne créer aucune frustration par rapport à ça. Par contre, à la maison, on a notre façon de faire et les enfants le savent, l'acceptent, s'en accommodent très bien d'ailleurs et sont très contents avec ça. Alors maintenant, on va passer à l'instruction en famille, donc l'instruction à la maison, puisque c'est comme ça que nous avons choisi d'accompagner nos enfants dans leur scolarité, dans leur parcours, dans leur développement. Donc est-ce que nos enfants iront à l'école à 6 ans? Pour le moment, c'est absolument pas prévu. Nous en reparlerons avec eux le moment venu, parce qu'à vers 5-6 ans, on peut avoir une conversation de ce type-là avec son enfant. On leur expliquera ce qu'est l'école et on leur expliquera aussi ce qu'on leur propose comme projet d'accompagnement. Et à partir de ce moment-là, ils choisiront de leur plein gré. Est-ce que nous allons suivre un programme? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, il y a de grandes chances que l'on commence, oui, par suivre un programme, puisque donc pour Arthur, qui sera donc le premier, je n'ai pas forcément encore d'idées préconçues. Évidemment, nous allons énormément suivre Montessori, mais peut-être que nous allons en plus avoir l'aide d'un programme pour avoir les points à aborder. Oh, ma chérie. Par rapport à leur capacité à s'adapter, on nous a demandé si on n'avait pas peur qu'ils ne puissent pas s'adapter ou autre. Non, ce sont des choses qui ne nous font absolument pas peur. La socialisation ne passe pas uniquement par l'école. J'en avais déjà fait une vidéo, ça il y a plus d'1 an, sur la socialisation. C'est vrai que la socialisation, ça passe par plein d'autres choses et pas forcément des gens du même âge. Ça peut être par des gens que l'on rencontre, avec qui on discute et avec qui l'enfant va pouvoir passer du temps, soit sous forme de jeu, soit sous forme de travail. Il n'y a vraiment pas que l'école. Et puis aussi, ils font des activités extrascolaires. Et puis il y a tous les amis, les enfants des amis, Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc la capacité à s'adapter, on n'en a pas peur. Surtout qu'on leur laisse toujours le temps de faire les choses. Et ça leur permet une grande adaptabilité. Parce que justement, le fait, plus ils vont avoir de temps pour s'imprégner des choses, et bien plus ils vont savoir s'adapter rapidement aux situations. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, on l'observe avec nos propres enfants. Ça marche très bien. Est-ce que ça peut marcher chez tout le monde? Je ne sais pas. Je ne vais pas m'engager à répondre à cette question-là.
Mais en tout cas, chez nous, c'est quelque chose qui fonctionne à merveille. On nous a demandé aussi, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être dans une bulle? Non, je pense pas. On voit beaucoup de gens toute la semaine avec les enfants, je sors énormément. Et on est vraiment amené à rencontrer beaucoup de monde, que ce soit de la famille, des proches ou des gens que l'on ne connaît pas, à travers voilà, les rencontres au parc, les rencontres avec les mamans en IEF, les rencontres que l'on fait comme ça, n'importe quand, n'importe où on va s'intéresser à quelque chose et du coup on va parler à la personne. Alors pourquoi nous ne scolarisons pas nos enfants dans des écoles Montessori? Eh bien tout simplement parce que nous avons ce projet d'instruction en famille et donc que nous voulons le mener le plus longtemps possible et que même si les écoles Montessori sont vraiment différentes de ce que l'on peut trouver en école traditionnelle, notre volonté était vraiment de pouvoir garder les enfants à la maison. Merci mon cœur. Alors on a eu des questions aussi sur les relations avec les autres, donc avec les proches et la famille. Comment ça se passe? Eh bien, alors au début, c'est passé par beaucoup d'explications, beaucoup de dialogues, des moments de tension aussi, clairement il faut le dire, que ce soit avec la famille ou avec les proches. On n'était pas sur la même longueur d'onde et forcément tout ce qui est différent peut déranger ou du moins interpelle et puis renvoie aussi au fait que les autres n'ont pas fait ainsi. Même si nous, on n'a jamais... Oui mon amour, tu vas monter. Bien. On n'a jamais voulu se positionner en disant que ce que l'on faisait était mieux que ce qui peut être fait. Mais malgré tout, peut-être que certains l'ont pris ainsi, je ne sais pas, à vrai dire. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a parfois provoqué des petits moments de tension, mais que évidemment tout est rentré dans l'ordre, et puis assez rapidement d'ailleurs. J'ai mon Gaspard qui est venu pour me demander une tétée. Constance, elle, s'est endormie. Voilà, donc bon, je finis ma vidéo parce que je suis partie dedans. Je sais que certains n'aimeront pas voir un enfant tété. Je sais que certains n'aimeront pas voir un enfant de 2 ans tété. Et je sais que certains n'aimeront pas le fait que je co-allaite. Mais c'est un fait. Je suis pour la démocratisation de l'allaitement maternel. Je trouve que c'est une chose saine, belle et naturelle. Et à partir de ce moment-là, le sein n'est pas comme un objet sexuel, mais plutôt comme un objet nourrissant pour l'enfant. Donc à partir de tous ces points-là, j'assume complètement l'allaitement et j'assume complètement de co-allaiter mes enfants et de pouvoir me montrer en train d'allaiter. C'est pas quelque chose qui me gêne puisque je l'assume complètement. Alors pour en revenir à nos questions, donc maintenant j'avais mis un petit peu de questions divers. Il y avait eu un peu de... Je savais pas forcément dans comment les classer. Donc il y avait comment on parle des émotions à nos enfants. Eh bien déjà on a des livres sur les émotions qu'on a pu emprunter à la bibliothèque parce qu'on ne les a pas à nous. C'est toujours les émotions, ce sont des phases que l'on traverse, qu'on peut être heureux, on peut être enfin voilà, joyeux, heureux, triste, pas content, etc. Donc en fait souvent on les verbalise au moment où elles arrivent avec nos enfants. On n'en fait pas forcément de cas, c'est que si l'enfant est joyeux, voilà, c'est bien, on est content, on est joyeux, on va passer un bon moment. Quand l'enfant est triste, on va le prendre dans nos bras, on va le contenir et puis on va l'aider tout simplement à passer à autre chose, mais on va surtout lui apprendre à identifier les émotions, donc c'est-à-dire on va les nommer à chaque fois. Et à partir de ça, on n'en fait pas vraiment plus. Je ne suis pas forcément dans le fait de rentrer dans un jeu des émotions. Je pense qu'ils sont encore un peu petits. Déjà, tout simplement leur apprendre à les discerner, c'est déjà la tâche à laquelle on s'attelle pour le moment. On verra quand ils vont grandir, je pense que ça évoluera et on pourra à ce moment-là jouer un peu plus sur les émotions. Est-ce qu'on aborde le thème de la mort? Oui, c'est quelque chose que nous avons déjà abordé, en tout cas avec Arthur. Il sait ce que c'est que de mourir, c'est qu'on n'existe plus. Bon après, on ne s'est jamais penché sur le sujet, enfin on n'a jamais insisté, on va dire, sur le sujet. Mais il sait que voilà, les animaux peuvent mourir, que les gens peuvent mourir. En fait, il sait que tous les êtres vivants peuvent être amenés à mourir, enfin sont amenés à mourir. Alors, papa est arrivé. Tu vas là avec papa? T'es où toi? C'est toi? Papa? Ouais, je suis là. Et où maman? Maman. Maman. Et Constance? Constance est là. Constance, on va faire manger? Allez, viens. Est-ce que nous avons des animaux de compagnie? Donc non, nous n'en avons plus. Nous en avons eu avant la naissance d'Arthur. Et puis voilà, on les a perdus de manière assez violente, les deux d'ailleurs. On avait un chien et un chat. Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle.
Et du coup, voilà, c'est un coup de pas de chance, mais nous, on était un peu tristes et on a préféré ne pas en avoir d'autres pour le moment. Et puis, voilà, comme on aime bien être libre et se dire qu'on peut partir à tout moment, voilà, en déplacement, en voyage, peu importe. Donc c'est une liberté pour le moment de ne pas en avoir. Et puis, par contre, on est content quand on va chez les autres qui en ont comme ça. Les enfants peuvent voir les animaux. Voilà, c'est le compromis actuel, on verra plus tard. Est-ce que parfois on en a marre ? Alors, c'est une question à double réponse, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire oui et non. Des fois, oui, on en a marre. Des fois, je parle pour moi, j'ai envie de me dire j'aimerais tellement être tranquille quelques minutes. Mais d'un autre côté, c'est aussi une vocation, un appel au plus profond de moi que de vouloir m'occuper de mes enfants. Donc, au final, non, ça reste toujours un plaisir. Même quand c'est difficile, et ben voilà, je vais chercher en moi les ressources nécessaires pour trouver la force de rester connectée avec mes enfants et de pouvoir trouver les solutions les plus adaptées à la situation. Est-ce qu'on se contredit devant les enfants ? Ça doit sûrement arriver. Je fais pas attention à tout, mais oui, sûrement. Mais en tout cas, on essaye vraiment de ne pas le faire, par contre. C'est-à-dire que quand l'un a dit quelque chose et que l'autre n'est pas forcément d'accord, bon, eh ben, on va pas forcément le dire devant les enfants. On va plutôt s'en parler en dehors des enfants et voir si on maintient ce qu'on dit ou si on revient sur ce qu'on dit pour changer tout simplement. Mais en tout cas, d'une manière générale, devant les enfants, on garde un discours cohérent et uni. On nous a parlé aussi de est-ce qu'on a peur par rapport à la motricité libre et la sécurité. Eh bien non, c'est quelque chose qui ne nous fait pas peur. À partir du moment où on laisse les enfants en motricité libre depuis leur plus jeune âge, mais vraiment, faut jouer le jeu, c'est vraiment dès leur plus jeune âge, eh bien en fait l'enfant ne va pas se mettre en danger. Ou alors évidemment après il peut toujours y avoir des dangers, mais bon, on est là aussi pour sécuriser les zones, pour sécuriser les activités, bien évidemment. Mais par exemple, un enfant qui est en motricité libre, par exemple, ne va pas faire de toboggan parce qu'il ne pourra pas monter les escaliers, par exemple. Donc il ne risque pas de tomber en haut du toboggan. À partir du moment où il est capable de monter les marches du toboggan, il va être capable de descendre ce fameux toboggan. Enfin, tout est... Là, c'est qu'un exemple, mais tout est fait ainsi. Par exemple, s'il peut monter les escaliers, il y a de grandes chances pour qu'il puisse les descendre tout seul. Ou en tout cas, s'il a peur, nous, ça a été le cas de Gaspard, ça pouvait lui arriver de monter les escaliers et puis une fois arrivé en haut, il n'avait pas forcément envie de les descendre, peut-être parce qu'il ne se sentait pas en sécurité, peut-être parce qu'il n'avait pas encore trouvé le truc. En tout cas, il nous appelait. Et donc dans ce cas-là, on allait le chercher. Mais en tout cas, voilà, un enfant qui est placé en motricité libre, d'une manière générale, ne va pas se mettre en danger. Bon, évidemment, maintenant, ça reste sous une surveillance accrue de la part du parent, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Et aussi, voilà, dans l'environnement que l'on propose à l'enfant, on propose un environnement adapté à son stade de développement et bien sûr sécurisé. Alors, on nous a aussi demandé comment on gérait l'image de nos enfants sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Je veux dire que nos enfants, on les expose, c'est vrai, mais on ne les expose pas dans un but de voyeurisme. C'est-à-dire que derrière, il y a un but pédagogique, il y a une façon d'appréhender la parentalité, et puis il y a aussi une façon de montrer nos enfants. On les montre souvent quand ils sont dans une activité, notamment sur Instagram. Je poste beaucoup de photos où les enfants sont dans leur activité, donc ils ne posent pas, ils sont pris. Et ça c'est très important parce que du coup je montre aussi, je ne montre pas les enfants pour montrer les enfants, je montre les enfants pour montrer aussi l'activité, pour expliquer notre démarche, pour expliquer ce que nous faisons et comment nous le faisons. Pareil, quand on les filme à travers un vlog ou à travers des petites séquences de vie, on les filme aussi parce que c'est aussi comment nous faisons, notre cheminement. On voit ce qu'ils font, on voit comment on le fait avec eux. Donc à chaque fois, c'est un but très positif et c'est un but de faire passer un message. On ne montre pas quelque chose pour montrer quelque chose. On montre quelque chose uniquement lorsqu'on a un message à faire passer, lorsqu'on a une idée, une valeur à défendre derrière. Et ça, c'est vraiment toute la différence. Les enfants sont mis en valeur et ce sont des choses que l'on fait pour faire passer un message. C'est très important pour nous cette valeur-là. On ne montre pas les enfants dans un but de télé-réalité
ou de voyeurisme, bien au contraire. Alors on nous a demandé aussi quel était notre avis pardon, par rapport à YouTube, alors qu'on était anti-TV. Alors je tiens juste à dire qu'on n'est pas anti-TV, on est anti ce qui passe à la télévision. Mais du temps où on avait la télévision, moi il y avait des programmes que je regardais, il y avait par exemple des Racines et des ailes, je regardais souvent. Qu'est-ce que je regardais? Je regardais pas grand-chose. Hein. Secret d'Histoire, j'aimais beaucoup aussi. Une autre émission avec Franck Ferrand, je sais plus le nom, mais en tout cas elle passait sur la 3 ou la 2, je sais non, peut-être bien la 2 quand même, je sais plus. Enfin en tout cas, voilà, il y avait 3-4 émissions qu'on regardait de temps en temps parce qu'on les trouvait intéressantes. Bon, aujourd'hui, en fait, on n'a plus de télé et du coup, ces émissions-là, je les regarde même pas en replay parce qu'au final, voilà, on est passé complètement à autre chose. Mais on n'était pas anti-TV, on était anti ce qui passait à la télé. On est anti-pub par exemple. Les dessins animés pour enfants, je suis désolée, mais je ne les trouve pas forcément de qualité. Je préfère que mes enfants lisent des livres ou dans ce cas-là, regardent vraiment des documentaires. Peut-être que voilà, Arthur a dû regarder 1 ou 2 documentaires pour le moment dans sa vie. Bon, il n'a que 4 ans et demi. Hein. Mais par contre, être amené à regarder des documentaires, ce sont des choses qui, oui, pourront forcément arriver parce que je suis sûre que nous trouverons des choses très intéressantes. Ce qu'il faut après, c'est juste en fait choisir les programmes. Et puis voilà, faire la part des choses. Après, les garçons ne regardent pas ce que nos vidéos sur YouTube. Donc après, ils savent qu'on fait des vidéos, mais bon, en même temps, c'est qu'un appareil photo. On se filme devant un appareil photo. L'appareil photo, je le sors souvent pour prendre des photos, pour faire des petites vidéos. Enfin, même avec le téléphone, on fait des petites séquences vidéo qu'on envoie à nos proches. Donc après, c'est pas quelque chose qui va nous gêner plus que ça. Et les enfants savent très bien aussi faire la part des choses. Ils n'ont pas de réflexe TV, ils n'ont pas de réflexe écran, puisqu'il n'y en a, pour ainsi dire, jamais à la maison. Et enfin, dernière question sur les divers, on m'a demandé quel dentifrice j'utilisais. Alors, on a beaucoup de mal avec les dentifrices, parce que ceux qu'on essaye ne nous conviennent jamais vraiment. Donc pour le moment, on passe d'une marque à l'autre, puisqu'on fait sans cesse des tests. Pour les enfants, par contre, ce que j'ai trouvé de bien, c'est l'huile de coco. Donc en fait, la plupart du temps, ils se lavent les dents à l'huile de coco. Et comme ça, en fait, ils peuvent la manger, ils sont même pas obligés de se rincer les dents, c'est pas grave. En fait, l'huile de coco est antibactérienne. Donc du coup, elle lave, elle laisse une odeur plutôt agréable, une petite odeur de coco. Et par exemple, Gaspard, qui lui peut pas encore cracher, enfin en tout cas, il n'y arrive pas, ou en tout cas, il n'a pas envie de le faire. Du coup, ça permet de l'avaler, c'est pas grave. Arthur, lui, il crache. Donc des fois, j'en ai pris des marques Velleda, qui étaient pas trop mal. Mais bon, voilà, pas de dentifrice encore définitif. C'est dans les projets à venir que je le fasse moi-même. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est un projet. Je pense que dans les mois à venir, je fabriquerai moi-même le dentifrice. Et bien sûr, à ce moment-là, je communiquerai ma recette. Je pourrais même me filmer en train de la faire. On verra le moment venu. Et enfin, pour finir, quelques questions un peu plus personnelles nous ont été posées. Donc par exemple, comment on s'est rencontrés, Fabien et moi? Eh bien, on s'est rencontrés pendant nos études. Nous étions en fait dans la même école de commerce. Donc voilà, ça s'est fait ensuite tout naturellement. Nous sommes d'ailleurs restés après sur Paris quelques années pour pouvoir commencer notre vie active avant de revenir en Anjou en 2010 et de se mettre à notre compte. Est-ce que nous avons... La deuxième question, c'était avons-nous du temps pour nous tous les deux? Alors il faut savoir qu'avec Fabien, on a toujours eu une relation très fusionnelle. On a toujours aimé passer beaucoup de temps ensemble. On s'est donc rencontrés pendant nos études que nous avons menées jusqu'à notre bac plus 5 ensemble. Après, nous avons été séparés quelques années parce que du coup, moi je travaillais dans une entreprise et Fabien dans une autre. Mais qu'au final, très vite, nous avions ce projet de nous retrouver et de monter notre boîte ensemble parce que voilà, on avait vraiment envie de passer du temps ensemble. On a toujours beaucoup aimé être ensemble et ça a toujours fait partie de notre projet de vie que d'être ensemble. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons les enfants qui nous prennent beaucoup de temps, mais à côté de ça nous avons toutes nos soirées ensemble où on peut faire des jeux, on adore jouer à des jeux de société. On aime aussi discuter, parfois on passe des soirées à discuter et puis aussi parfois on regarde des séries. En ce moment on regarde House of Cards, voilà. Et voilà, tout ça on aime bien, c'est du temps que l'on passe, ça nous suffit parce que voilà aussi on a fait le choix d'avoir des enfants, d'en avoir 3 là, assez rapprochés, 3 en 5 ans. Donc on sait aussi que c'est du temps passé avec eux, donc à côté de ça c'est aussi une idée qu'on accepte complètement. Et le fait d'avoir moins de temps pour nous tous les deux, c'est aussi quelque chose qu'on accepte. Et puis voilà, 2-3 fois par an, on va se faire un petit resto que tous les deux, notamment pour nos anniversaires respectifs.
Et puis, bon voilà, déjà si on en fait 2, c'est pas mal en fait. Quelles sont nos passions, nos loisirs? Alors, je vais commencer par moi. Moi, mes passions, c'est l'histoire de France, l'histoire du monde, la géographie. Donc je passe beaucoup de temps à lire des livres historiques, des romans historiques ou des livres d'histoire même tout simplement. Et puis aussi des biographies sur les personnages qui ont marqué le monde, qui ont marqué l'histoire de la France. Ça, j'aime énormément. Donc ça, c'est vraiment une passion que j'ai depuis plus de 10 ans. Vous me laissez 3 minutes, je finis? J'aime aussi beaucoup créer des choses, donc notamment faire du scrapbooking, c'est-à-dire la mise en valeur des photos. Donc je fais des mini-albums ou des pages que je mets chez nous ou que j'offre. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis aussi, je passe beaucoup de temps à fabriquer des choses pour les enfants, hein, du matériel Montessori notamment. Et puis Fabien, lui, il adore tout ce qui est sur le sport. Donc il lit beaucoup de choses, il passe beaucoup de temps aussi à faire du sport. C'est sa façon à lui de s'aérer, de faire autre chose. Il aime aussi tout ce qui touche à l'alimentation et à la santé, donc il passe aussi beaucoup de temps à s'informer, à lire et à se documenter sur ces sujets-là. Et puis aussi, bien sûr, sur l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui le passionne au plus haut point. Et donc, il se documente, il lit, il se forme énormément sur comment créer ses propres business et puis voilà, les mener à bien pour gagner sa vie. Voilà, donc j'ai encore des questions qui m'ont été posées sur le sommeil, sur l'alimentation, sur les jouets, les activités. J'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que je pense qu'une fois montée, elle va être déjà très longue. Il faut savoir que sur la chaîne YouTube et sur le blog, il y a énormément de choses sur ces sujets-là. C'est aussi pour ça que je les ai pas fait, pour pas que ce soit trop redondant. Il y a aussi des questions personnelles qui nous ont été posées. Ça, je ne pouvais pas y répondre parce que quand c'est trop personnel, je ne peux pas, tout simplement parce que je ne sais pas comment ça se passe chez toi, ce que tu mets en place, la manière dont tu tournes les choses, dont tu fais les choses. Donc évidemment, je ne peux pas répondre sur des sujets trop personnels. Et puis bon, aussi parce que je ne peux pas répondre à toutes les questions, sinon la vidéo va durer 3 heures, hein, tout simplement. Donc n'hésite pas à aimer et à partager la vidéo. Elle peut, du fait qu'elle soit multifacette, elle peut intéresser plein de parents. Et puis n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'en fait, il faut savoir que plus les questions sont postées sur les vidéos, plus j'y réponds et rapidement. Donc voilà l'intérêt de s'abonner à la chaîne. Et puis tu peux aussi nous rejoindre sur Facebook, sur Insta. On est présent quasiment tous les jours. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.